Muriel Waknin-Melki, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, même si tout le monde à l'écoute de Radio J connaît l'OJE, l'Organisation Juive Européenne, pouvez-vous nous rappeler quand même ce que font les 55 avocats, c'est cela qui travaillent sous votre présidence? Oui, voilà, 55 avocats, un peu plus, un peu moins, ça dépend des années, mais là cette année, effectivement, on est un peu au-dessus des 55. On existe depuis 10 ans, en fait. 10 ans, 10 années, on a été créé en fait en 2014, à l'été 2014. C'était à l'origine, ça devait être une organisation qui était là pour défendre en fait la communauté juive au lendemain des émeutes en fait anti-juives qui s'étaient déroulées rue de la Roquette, à la synagogue, ou à Sarcelles aussi, où des magasins juifs avaient été brûlés et pillés. Et puis la première année, on était 5 ou 7 avocats, pas plus. La deuxième année, on a eu tellement de travail qu'on est passé à une vingtaine. Et puis après, très rapidement, on a eu notre rythme de croisière entre 40 et 50. Ça fait 10 ans qu'on lutte en fait devant toutes les juridictions en France, également devant la Cour européenne, pour défendre toutes les personnes qui sont victimes dans leur chair d'actes antisémites, mais également pour mener ce combat contre la haine antisémite sous toutes ses formes. L'antisémitisme d'extrême droite, l'antisémitisme d'extrême gauche, l'antisémitisme en provenance de l'islam radical. On est présent dans toutes les affaires à caractère terroriste, dans tous les dossiers qui nous ont heurtés, qui nous ont bouleversés, que ce soit l'attentat aux Aratora à Toulouse en 2012, que ce soit l'hypercacher en 2015, que ce soit l'affaire Sarah Halimi. Certaines de nos avocates ont également plaidé dans l'affaire Mireille Knoll. Le procès Copernic, plus récemment, le procès Waffenkraft, aux assises des mineurs qui s'est tenu en mai dernier, l'attentat à Djerba également, dont le procès se déroulera en principe cet été à Djerba. Voilà, on est présent dans tous ces dossiers, et bien évidemment, depuis le 7 octobre, on est encore plus présent parce qu'on lutte au quotidien contre la déferlante d'actes antisémites, puisqu'on était à plus de 1000%, et je crois bien au-delà en vrai. Dans la réalité, on a mis en place une ligne bleue qu'on avait désactivée depuis 2014 et qu'on a réactivée en octobre 2023. Pour qu'on puisse téléphoner pour qu'on puisse téléphoner, signaler des faits, pour que les personnes qui ont besoin d'avocats, qui ne savent pas vers qui se tourner, se tournent vers nous, parce que nous offrons cette possibilité d'être assisté, d'être représenté par un avocat du début à la fin de la procédure. Combien de procédures depuis le 7 octobre liées à cette déferlante? J'ai pas de... C'est des centaines? Ouais, c'est des centaines. C'est clairement des centaines. On a atteint, dans les périodes les plus intenses, jusqu'à près de 60 dossiers traités par jour, en fait, avec à chaque fois des calculs qui sont faits, l'opportunité ou non de déposer des plaintes. On ne choisit pas forcément toujours de judiciariser les dossiers. On est parfois dans une démarche différente. Ça peut être un courrier qu'on adresse au recteur d'une université, ça peut être un courrier qu'on adresse à un employeur dont on sait que des propos à caractère antisémite ont été tenus dans l'enceinte de son établissement. Vous signalez, vous ne poursuivez pas forcément? Pas forcément. Pas forcément, c'est pas toujours la meilleure des voies, c'est pas toujours la voie la plus rapide, la plus efficace. Il faut savoir que nos juridictions sont engorgées, on le sait. Notre justice est lente, elle fonctionne pas toujours très bien. On connaît tout ça puisque nous sommes avocats et que nous avons nos propres cabinets par ailleurs. Donc on voit un peu comment ça se passe dans les autres procédures. Donc on sait les difficultés de nos magistrats, de nos greffiers. On en tient compte aussi. Et donc on choisit. On est obligé de sélectionner. Là où on ne fait aucune sélection, c'est pour les personnes physiques qui sont victimes dans leur chair d'actes à caractère antisémite. Là, ça ne se négocie pas. Si la personne souhaite aller en justice, évidemment qu'on y va. Est-ce que la justice répond vite et bien? Est-ce qu'elle vous entend? Alors, est-ce qu'elle nous entend? Oui, nous sommes entendus, nous sommes reçus régulièrement, nous avons des échanges avec les magistrats, nous avons des échanges avec les parquetiers, on est dans quelque chose qui est assez fluide d'une manière générale. Après, est-ce que la justice est assez rapide? Elle a fait des efforts depuis le mois d'octobre 2023. Notre garde des Sceaux avait donné une circulaire demandant à ce qu'il y ait des réponses pénales qui soient plus rapides et plus fermes. C'est vrai qu'on a eu une accélération dans toutes les affaires dites de haine en ligne. Donc tout ce que vous pouvez voir comme actes à caractère antisémite sur les réseaux sociaux, les provocations à la haine, les diffamations à caractère antisémite, les injures à caractère antisémite, tout ce contentieux-là a bénéficié d'une accélération des procédures. En principe, pour traiter un dossier de cette nature, c'est à peu près 2 ans devant les tribunaux. Là, les délais ont été drastiquement raccourcis puisqu'on est passé à des délais entre 4 et 6 mois à peu près pour juger ces affaires. Et même
sur certains dossiers. On a pu bénéficier de la procédure accélérée sur Paris, des comparutions dites immédiates, et donc des traitements en 2 mois à peu près. Jean-Paul Delescaux, secrétaire départemental de la CGT du Nord, vient d'être condamné 1 an avec sursis pour apologie du terrorisme. Il avait distribué un tract expliquant que le 7 octobre, c'était la réponse à l'occupation illégale par Israël. C'est une victoire importante pour vous ? Oui, c'est une jurisprudence importante pour nous. C'est-à-dire c'est une décision qui a été rendue par ce tribunal qui a été courageux, une décision qui a été particulièrement bien motivée, qui a consisté à expliquer en fait dans le corps de la décision que nous venons de recevoir cette semaine que oui, on ne peut pas présenter les actes du 7 octobre comme des actes de résistance. Et on ne doit pas non plus les présenter sous un jour favorable, comme lorsqu'on essaye de les légitimer, c'est-à-dire lorsqu'on essaye de les expliquer par l'histoire du peuple gazaoui ou par les exactions qui auraient pu être commises ou non par Israël ou par Tsahal. Rien ne peut justifier des actes terroristes. Et lorsque l'on justifie ces actes terroristes-là, notamment par des actes dits de résistance, lorsqu'on les légitime, on commet ce qu'on appelle l'infraction d'apologie du terrorisme. Je rappelle à vos auditeurs que l'apologie du terrorisme n'est plus depuis 4 ans une infraction inscrite dans la loi dite de la presse, 1881, mais bien dans le code pénal. Donc c'est désormais une infraction pénale totalement indépendante et autonome. Ce qui signifie aussi que le législateur a prévu une peine de prison particulièrement lourde qui va de 5 ans à 7 ans. 5 à 7 ans d'emprisonnement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Lorsque le législateur prévoit une peine aussi lourde, c'est parce qu'il considère que cette infraction est particulièrement grave. Et cette infraction-là, elle a une résonance particulière en France. Vous avez vu, notre préoccupation principale en France, c'est effectivement la prévention des actes terroristes. On a vu que les actes terroristes se sont multipliés. Donc il est important de fixer des limites à ce qu'on a le droit de dire en public, ou pas en public d'ailleurs, sur les actes terroristes qui sont commis partout ailleurs dans le monde. Parce que lorsque l'on tient des propos de cette nature, on peut inciter des esprits un peu plus faibles, un peu moins bien construits, à fomenter des projets d'attentats. Et le dernier acte en date, le dernier projet, c'est un mineur de 15 ou 16 ans qui s'est mis en tête d'organiser un attentat. À Marigny, en Haute-Savoie. Exactement. Donc on voit bien pourquoi le législateur a prévu cette peine aussi lourde et pourquoi il est important de faire attention aux propos que l'on peut tenir quand on est une personnalité publique ou lorsque l'on est sur les réseaux sociaux et que la parole se démultiplie de manière exponentielle. L'affaire Delescaux, cette décision de justice, ça va faire jurisprudence ? Oui, ça va faire jurisprudence. C'est une décision qui nous sera utile dans toutes les autres affaires dans lesquelles nous plaidons. Ce n'est pas la première qui vient condamner de manière ferme des propos qui sont constitutifs de l'infraction d'apologie du terrorisme. Nous avons eu d'autres condamnations auparavant. Nous avons eu la condamnation contre le footballeur Youssef Attal à Nice. Nous avons eu une condamnation de l'imam Bocquer également. Les condamnations qui sont tombées, en principe, l'apologie du terrorisme en France, c'est à peu près 1 an. 1 an, c'est le tarif qui est donné par les juridictions depuis le 7 octobre. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Encore une fois, je le répète, il faut mesurer véritablement la portée des propos que l'on peut tenir, que l'on soit encore une fois une personne, le kidam, ou encore plus que lorsqu'on est une personnalité publique. Là, c'est la CGT, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. C'est une mesure politique pour vous ? Une mesure politique, la condamnation ? La condamnation, votre démarche ? Non, alors non, absolument pas. Notre démarche, elle est vraiment pas politique. Notre démarche, on le dit, on le redit à l'OJE, il faut quand même le repréciser. D'abord, on est totalement bénévole. Il n'y a pas de salariés chez nous. Il n'y a pas de personne qui perçoit ne serait-ce qu'1 euro de tout ce que nous faisons, que ce soit notre présence sur les plateaux, que ce soit les chroniques qu'on fait chez vous, que ce soit les tribunes que l'on peut écrire dans les journaux. Toute cette assistance que nous fournissons aux victimes au quotidien, toutes les plaintes que nous déposons, nous ne nous enrichissons pas avec, nous ne sommes pas payés pour cela, nous le faisons bénévolement. Notre démarche est totalement apolitique, complètement apolitique. Nous ne revendiquons aucune étiquette politique et nous attaquons, je le dis bien, en justice, toutes les personnes, quel que soit le bord politique auquel elles appartiennent. Ça peut être de l'extrême droite, ça peut être de l'extrême gauche, ça peut être de l'islam radical, quel que soit le bord politique. Ce qui nous intéresse, c'est le combat contre l'antisémitisme. Rima Hassan, Mathilde Panot, convoquées par la police pour apologie du terrorisme, en tout cas pour être interrogées. C'est le début d'une procédure similaire à celle de la CGT Nord ? C'est possible. Ça commence par une audition, ça commence par un dépôt de plainte, ou alors un signalement article 40, et peut-être que c'est le cas pour Mathilde Panot, peut-être que c'est le cas pour Rima Hassan. La procédure le dira par la suite.
Pour l'instant, on n'a pas accès à ce type d'informations. L'instruction, l'enquête est secrète, donc nous n'avons pas accès. De même que Rima Hassan ou Mathilde Panot n'ont pas accès à ce type d'informations. Il y aura une audition qui est prévue dans les prochains jours. Suite à cette audition, le procureur décidera ou non de poursuivre, c'est-à-dire de renvoyer devant une juridiction correctionnelle pour que la personne soit entendue par des magistrats qui décideront oui ou non s'il y a lieu de condamner. S'il y a renvoi, ça veut dire une séance de tribunal dans quoi, 6 mois, 1 an? Ça peut aller plus vite. Vous vous occupez aussi des otages. On a vu la vidéo de cet otage israélo-américain diffusée cette nuit par le Hamas. Quel est votre travail sur les otages? Alors en fait, il y a plusieurs aspects. L'aspect principal peut-être, c'est d'abord d'avoir constitué toutes ces personnes franco-israéliennes auprès du PNAT, le pôle national antiterroriste à Paris, qui est en charge de la procédure d'enquête dite miroir avec la procédure d'instruction qui est en Israël en cours pour comprendre et pour poursuivre les auteurs des attentats du 7 octobre. Donc notre premier rôle a été de les constituer au sein de cette procédure en France, que nous avons fait. Le deuxième rôle est de leur permettre d'avoir accès à des indemnisations qui sont versées par les fonds de garantie français, puisque ce sont des ressortissants français. Ils ont la nationalité française, donc ils ont les mêmes droits que toutes les victimes, et on le fait dans tous les attentats, quelle que soit la victime. Quand une victime française est touchée par un attentat dans le reste du monde, il peut se constituer et être indemnisé par ce fonds de garantie. Ensuite, nous sommes aux côtés en fait, de ces familles pour leur permettre de faire valoir leurs droits en France, mais également en Israël, avec des homologues avec qui nous travaillons en Israël sur ces dossiers-là. Nous sommes également le relais des demandes des familles d'otages. Nous sommes en charge de la famille Yahalomi. Il y avait eu le jeune Ethan qui a été pris en otage pendant 54 jours, dans des conditions absolument dramatiques, très très difficiles. Ethan est un petit garçon courageux, résilient, courageux, mais c'est très dur, c'est très très dur. Et son papa est encore retenu à Gaza, au Had. Et nous accompagnons sa femme, nous accompagnons ses tantes aussi, parce que l'une des otages, la jeune Chirel, pardon, pas l'une des otages, l'une des membres de cette famille qui est également franco-israélienne, Chirel, était au festival Nova. Donc voilà, il y a tout cet accompagnement qui se fait autour des victimes. Nous sommes là pour porter leur voix et pour porter leurs demandes. Dernier aspect de cette déferlante de l'antisémitisme, c'est ce qu'on voit sur les campus aux États-Unis bien sûr, mais aussi en France. Sciences Po a été évacué cette nuit. Est-ce que vous vous occupez aussi de cela? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, bien sûr, on s'en occupe. C'est-à-dire que depuis des années, nous écrivons au président d'université pour dénoncer à chaque fois que nous voyons ces dérives. Il n'y a rien de nouveau, en fait. Alors là, il y a un emballement, effectivement, post-7 octobre. On a le schéma des universités américaines qui nous est montré en boucle sur les médias. C'est la réalité. Mais en France, c'était à peu près le cas dans les années précédentes. Il y a cet entrisme-là dans nos universités. Il y a nos étudiants juifs qui ont les plus grandes difficultés à suivre leurs cours de manière sereine. Il nous a été rapporté quantité d'anecdotes bien avant le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, c'est devenu invivable pour la majeure partie d'entre eux. Et je le dis, il faut une prise de conscience. Aujourd'hui, les tentes, j'ai appris que les tentes à Sciences Po avaient été interdites, c'est très bien. Il ne faut pas perdre de temps là-dessus. Et ça, c'est le message que je passe à nos autorités et au pouvoir public. Soyez extrêmement vigilants, soyez extrêmement réactifs, soyez dans l'action. Pas de commentaires, pas de paroles, des actes. Muriel Waknin-Melki, présidente de l'OJE, merci, bonne journée et à bientôt bien sûr sur Radio J. Merci beaucoup Christophe. Demain, votre invité à 7h45 sera le journaliste et grand reporter Vincent Vintingham pour son livre Les Défendre tous, publié aux éditions du Rocher. Radio J, retrouvez le barbier du